Selon une étude récente, près de 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales. Ces pratiques sont principalement communes à certaines ethnies de l'Afrique subsaharienne, notamment chez les Peuls, les Diola ou encore les Bambara, entre autres. Néanmoins, certains pays du Moyen-Orient ou d'Asie centrale pratiquent encore l'excision. Il s'agit d'une pratique dont les causes sont majoritairement basées sur des convictions culturelles et traditionnelles. Et si on en parlait? La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité responsable. On les appelle les pères éducateurs. Ils sont au nombre de 40 dans la région de Kolda, qui ont été formés par l'ONG sénégalaise RAES, dans le cadre du projet Ensemble, pour informer et sensibiliser les jeunes de leur communauté. Dans ce premier épisode, Ramata, une jeune père éducatrice de 23 ans, victime de l'excision, nous raconte son calvaire. D'abord, il est important pour moi de préciser que je suis née à Kolda, dans une famille purement halpulaar, très ancrée dans la religion et le respect des traditions. Même malgré mon handicap physique, moi aussi, je ne pouvais en aucun cas échapper à certaines pratiques, comme l'excision. Et ça, je l'ai compris bien plus tard. En réalité, j'avais à peine 6 ans au moment des faits. J'allais encore à l'école coranique, comme tous les enfants de mon âge. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. C'était traumatisant, douloureux, horrible. Quand ces images me reviennent, j'ai envie de crier au monde entier pour dire stop. Comme un cauchemar, je me rappelle de la maison de cette vieille femme, où il y avait beaucoup de jeunes filles, de la même tranche d'âge. On nous avait remis chacune un pagne blanc, puis on constituait une longue file d'attente. Et tour à tour, on passait dans l'arrière-cour de la maison. Les filles qui étaient passées avant moi ressortaient en pleurs, leur tissu tassé de sang. L'exciseuse avait comme outil un cutter bien tranchant, avec un support en bois. Cet objet était tellement tranchant qu'il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'on venait de m'enlever une partie de mon corps. La douleur était tellement intense que je vous laisse imaginer la souffrance d'une petite fille qui a subi une ablation extérieure de ses parties génitales. J'arrivais à peine à marcher. J'avais mal dans toutes les parties de mon corps. C'était un choc psychologique. J'ai dû supporter cette souffrance pendant des années. Mais aujourd'hui, je n'accepterai pas que mes pères subissent ces pratiques ignobles. Car en tant que victime, je suis consciente des conséquences qui en résultent. Ma plus grande motivation, ce sont ces jeunes filles innocentes. Je refuse qu'on leur arrache leur innocence. Le bon sens doit suffire pour savoir que les mutilations génitales sont une atteinte aux droits et à l'intégrité humaine. Ça me fait mal aujourd'hui de voir que la seule base de l'excision est la prévention des jeunes filles contre la tentation. Mais en réalité, elles ne sont pas préservées, mais plutôt condamnées. Condamnées à vivre avec ce traumatisme, limité à plusieurs niveaux, croyances culturelles ou religieuses, pression sociale ou identitaire, c'est avant tout une mutilation. Pendant longtemps, j'ai cherché à savoir pourquoi ces pratiques, et il n'y a aucune réponse possible qui pourrait justifier ces erreurs. Aujourd'hui, je m'engage à travers ma voix et en tant que père éducatrice à faire changer les mentalités. J'ai une responsabilité en tant que victime. Je veux sensibiliser ma communauté à être mieux informée. J'aborde régulièrement le sujet lors des causeries.
qu'on organise dans les villages environnants. C'est parfois difficile de porter le plaidoyer dans certaines familles. Mais les gens commencent à comprendre que cette pratique est néfaste et qu'il faut l'abandonner. Malgré ce vécu, en plus de mon handicap physique, je tiens le coup, je sors la tête de l'eau. J'ai ma vie en main et je gère mon atelier de couture avec d'autres jeunes de mon âge. Un corps mutilé et une vie de souffrance. Les filles et les femmes excisées vivent souvent dans le silence et dans la douleur. Pour Ramata, malgré une reconstruction sociale et la parole libérée, se cache encore une souffrance. Dans notre rubrique Parole de l'Espère, notre invité du jour nous partage son point de vue sur la thématique de l'excision. Bonjour, je suis Pendaï Sidibé, vice-présidente de l'association Excision Parlons-en. Je milite en faveur de l'abandon des mutilations sexuelles féminines. L'excision, c'est quoi? En quelques chiffres, c'est 200 millions de femmes vivant des conséquences de l'excision. C'est aussi 3 millions de femmes à risque chaque année. Elles vivent en France, en Europe, en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Selon l'OMS, l'excision, c'est l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme, ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiqués pour des raisons non médicales. Il faut savoir qu'il existe 4 types de mutilations sexuelles féminines. La clitoridectomie, le type 1, l'excision, qui est la plus connue, le type 2, l'infibulation, le type 3, et le type 4, ce sont toutes les autres interventions néfastes pratiquées sur les organes sexuels féminins. L'histoire de Ramata est commune à beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes. Il faut savoir que Ramata a subi une triple violation des droits. Lesquels? Les droits humains, le droit des femmes, le droit à la santé. Pour contribuer à son éradication, il faut informer des risques liés à cette mutilation et sensibiliser dès que possible les communautés qui la pratiquent. Quand je parle de risques, je parle des conséquences physiques, je parle des conséquences psychologiques et je parle des conséquences gynécologiques et obstétricales. Ceci doit se faire avec une approche communautaire dans le respect et sans jugement, surtout pas. Car c'est souvent fait pour éviter un rejet social de l'enfant au sein de sa propre communauté. Aussi, les institutions ont un rôle à jouer. Il faut pénaliser et faire appliquer les lois pour condamner cette pratique dans tous les pays. Pourquoi? Afin de faire reculer l'acte et surtout ne pas faciliter l'acte. Pour soutenir les victimes, il faut déjà les écouter, sans les maintenir dans un rôle de victimisation. Ces femmes ne sont pas que des victimes, mais elles sont surtout des survivantes. Des personnes à part entière qui peuvent vivre et s'épanouir comme toutes les autres femmes malgré cette mutilation.